Il est l'heure de se réveiller. Sorbonne Univers Ciné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Bonjour chers auditeurs et auditrices, et bienvenue sur Radio Sorbonne Univers Ciné, le podcast cinéma de RSU. Dans mon dernier épisode, j'avais évoqué le code Hays, ce code de censure hollywoodien qui visait à bannir toutes les représentations à l'image des vices considérés comme immoraux par l'Église catholique américaine. Mais un vice, encore très largement véhiculé dans les productions contemporaines, a souvent fait exception, celui de la cigarette. Récemment, la Ligue contre le cancer a dénoncé la présence de la cigarette dans plus de 90% des films, avec une présence moyenne de 2,6 minutes à l'écran, soit l'équivalent de 6 spots publicitaires. Et même si depuis que la loi E20 a interdit la publicité en faveur du tabac, la consommation de cigarettes est sujet de plus en plus de controverses, il est important de rappeler qu'il fut une époque où l'industrie du tabac et celle du cinéma étaient indissociables. Sa présence à l'image peut être un choix esthétique, un marqueur de temps, ou encore servir à définir un personnage. Dans les films de la Nouvelle Vague, mouvement créé à la fin des années 50, marqué par les innovations techniques, l'arrivée de jeunes acteurs ainsi que de nouveaux réalisateurs, la cigarette s'attache comme un symbole de liberté à la caractérisation de nouveaux héros, jeunes, ordinaires, en quête d'amour et d'indépendance. C'est ainsi, si je devais retenir qu'un seul film pour définir le mot liberté, que je choisirais À bout de souffle de Jean-Luc Godard, sorti en 1960. Dans celui-ci, Michel Poicart, interprété par Jean-Paul Belmondo, est un jeune voyou en fuite, représenté jusqu'à son dernier souffle avec une cigarette à la bouche. Tout comme sa partenaire de jeu, Jeanne Seberg, qui, une Chesterfield à la main, interprète une étudiante américaine arrivée à Paris pour étudier à la Sorbonne, essayant, tout au long du film, de s'émanciper de Michel Poicart, avec qui elle a une relation plutôt à Marseille. Les deux personnages passent leur temps avec une cigarette dans le coin de la bouche, partout, tout le temps. Et si nous ne disposons pas assez d'informations pour affirmer que la marque Chesterfield a payé pour apparaître à l'image, nous pouvons faire un bref retour dans le passé pour comprendre que l'industrie du tabac s'est, dès la première décennie du cinéma, implantée comme un incontournable des productions cinématographiques aux États-Unis comme en Europe. La pratique est plus que répandue aux États-Unis, où elle devient même essentielle au cinéma. En effet, dès les années 1920 et l'arrivée du cinéma parlant, le grand écran devient le média privilégié des cigarettiers. La cigarette est l'ami des héros, comme en 1927 dans Le chanteur de jazz, lorsque le chanteur Al Johnson explique que les cigarettes Lucky Strike améliorent la qualité de sa voix, ou même quand Superman ne sort que revigoré de sa chute dans un camion Marlboro en 1979. De leur côté, les productions voient leurs frais de publicité entièrement financés par les cigarettiers. Dans les années 30 et 40, ce ne sont plus seulement les films qui sont financés, mais les acteurs eux-mêmes. Des acteurs comme Gary Cooper ont par exemple pu être payés plus de 10 000 $ pour promouvoir la marque Lucky Strike et l'intégrer dans leurs films. Mais cette pratique connaît un coup d'arrêt dans les années 50, lorsque les cigarettiers s'intéressent davantage à la télévision, ce nouveau média ne nécessitant plus la justification de cigarettes à l'image. Au cinéma, c'est alors la marque fictive Morley qui s'impose comme référence, s'inspirant alors largement de l'esthétique du paquet des Marlboro. Mais en 1970, la cigarette devient interdite sur les plateaux de télévision et les cigarettiers sont donc de retour au cinéma. De notre côté, la France n'est pas étrangère à ces placements de produits. Si l'on sait que Jean Gabin a pu avoir un contrat avec les feuilles à rouler au CB, nous avons pu apprendre plus récemment que des films tels que Agent secret, Quartier VIP ou Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ont pu être accusés d'avoir fait la publicité clandestine, notamment pour la marque de cigarettes gauloise, alors même que la loi E20 l'interdit. Pour en revenir à À bout de souffle, bien que devenu le symbole des pro-cigarettiers au cinéma, peut-on priver Belmondo de ses cigarettes dans À bout de souffle ? Pour ma part, je trouve qu'il y a une grande différence entre un film tourné dans les années 60, alors qu'une grande partie de la population était fumeuse, et écrire aujourd'hui un scénario avec des personnages fumeurs, alors que l'on fume de moins en moins, sans totalement bannir la cigarette des écrans, un juste milieu est tout à fait possible, où la liberté ne serait donc plus synonyme de consommation de tabac. Il est pourtant impossible de réduire À bout de souffle à cela, ni même à son scénario,
d'un jeune voyou tuant un policier alors qu'il vient de voler une voiture à Marseille et qui se rend à Paris pour trouver un ami qui lui doit de l'argent. Surtout, il y retrouvera Patricia, une étudiante américaine avec qui il a eu une liaison et qui semble refuser de réitérer l'expérience. Désigné coupable de la mort du policier, il souhaite partir en cavale en Italie avec sa bien-aimée. Mais fatigué, il se résigne à rester à Paris alors même que Patricia vient de le dénoncer. Ce film est davantage culte puisque réalisé avec peu de moyens, les prises sont tournées à la sauvette, sans figurant, dans le vrai Paris, celui des années 60, modifiant la place du spectateur puisque Belmondo parle directement à la caméra. Godard, avec la nouvelle vague, a révolutionné la manière de faire du cinéma en popularisant dans À bout de souffle un cinéma jeune, vif et provocateur. Le résultat, marqué par l'aspect d'un film décousu par le montage, pouvant déplaire à certains, parvient à rendre compte d'une œuvre incontournable qui continue encore d'inspirer tous les artistes du globe. Merci d'avoir écouté Sorbonne Universiné, le podcast cinéma de RSU. Au micro, au montage, c'était Mallory, à la régie, Victor.